Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la poésie du XXe siècle et aussi les théâtres du XXe siècle. Et notre groupe est composé par Arnoldo Rodriguez, Arnoldo Gantillo et moi, François Lozada. Et aujourd'hui, bon, premièrement, le XXe siècle est marqué par deux dates fondamentales dans cette première partie. Ces dates sont correspondant au début, à la fin des grandes guerres mondiales qui ont un lieu au cours de ces demi-siècles. Ce sont les deux grandes guerres les plus destructives que l'humanité ait suivies. Son influence sur l'art produit pendant les périodes d'avant-guerre, entre deux guerres et d'après-guerre est incontestable et très, très, très mal. Naturellement aussi, dans les théâtres et la poésie, qui sont les reflets de la société dans laquelle il se développe, c'est possible. Cette évolution se traduit par la violence et les désordres des gens qui rejettent tout, tous ces mouvements et par l'importance donnée au subconscient. Le XXe siècle a également vu naître beaucoup d'écoles littéraires que tout est leur manifesté, leur revue, mais qui n'ont connu un succès de courte durée. Tous ces mouvements ce sont des courtes durées. C'est aussi au XXe siècle que la littérature et les beaux-arts se sont influencés le plus que jamais. Bon, et le début du 7 siècle est caractérisé par l'influence du 19e siècle. Le symbolisme se fait encore sentir dans les poèmes qu'on peut voir de la poésie de Henry Regnier, vous pouvez voir ici, de Francis James et Paul Fort. Bien, et à partir de 1908 se manifeste l'unanimisme d'un groupe de poètes à la tête de Jules Roman qui veulent substituer l'étude de l'âme individuelle et l'étude de l'âme collective des groupes humains et on l'appelle l'unanimisme. C'est tous ces éléments, c'est l'unanimisme parce qu'il cherche l'âme collective des groupes humains. Et maintenant, on va parler de la fonction, l'importance des Guillaume Apollinaire. Oui. Et l'œuvre d'Apollinaire s'est placée sous le signe de la modernité. Et les précurseurs de ce mouvement qu'on va voir plus loin, c'est le surréalisme. Ça aussi évoque le temps passé, le temps des amours perdus, l'errance, l'espérance d'un paradis, et il évacue la pontuation pour préférer à notre rythme de ces strophes variées, des verbes divers, des rythmes qui sont surprenantes, des images riches et foisonnantes. Son originalité réside en la puissance de sensibilité et de son imagination. Lorsqu'il utilise ou il emploie beaucoup, si on peut voir, des calligrammes qui sont une disposition typographique qui représente un son. Aussi, il mêlait les thèmes et les formes poétiques les plus traditionnelles avec les plus innovantes. Surtout, il rompt avec l'usage de la rime, de vers compter et de la ponctuation. Maintenant, on va parler de la poésie de 1914 à 1945. Bien, cette poésie est caractérisée premièrement par le dadaïsme. Le dadaïsme est un mouvement de révolte pure et totale qui s'affirmait dans les années 1918. C'est caractérisé par une désagrégation complète du langage, de la vie et de l'esprit. Une tendance à la subtilité, à un renforcement ou à une suppression de toutes les valeurs dans une anarchie complète. Le principal représentant de ce mouvement, c'est Tristan Tzara, que vous pouvez voir dans l'image, et qui est
qui a publié les manifestés d'Ada. Dans ces manifestés, il a dit qu'on peut mettre tous les mots dans un chapeau, tirer au sort, et voilà, c'est le point d'Ada. Bien. Et le style de son poésie, il se peut composer des sons, voyelles et consonnes ou consonnes et voyelles, ou bien des mots qui, avant, écrits sur des bouts de papier. L'ordre dans lequel on retire les mots constitue la ordonnance de cette poème, de ce type de poème. Et maintenant, le surréalisme, qui était un très important mouvement pendant le XXe siècle, ce mouvement a commencé à se développer euh, pour dépasser la négation d'athéistes. C'est un mouvement qui n'est pas exclusivement littéraire et qui on peut le retrouver dans toutes les expressions artistiques, par exemple dans la musique, dans les films et en peinture avec les peintures de Pablo Picasso. Et c'est un mouvement de rupture et de révolte. Et dans ce mouvement, on peut explorer les profondeurs de la conscience et de l'inconnu. Libérer la conscience sous l'influence de Freud et on transcrit toutes ces manifestations. Et les fondateurs, comme j'ai déjà dit, c'était André Breton, et qui célèbre, on sait, ces mouvements célèbrent l'amour, le désir, la folie et la passion aussi. Et André Breton, il a inventé l'écriture automatique qui laissait parler à l'inconscient des rêves. C'est une méthode pour dépasser la triste réalité qui s'est passée dans ce moment, c'est la Deuxième Guerre mondiale, et atteindre une souveraineté en laissant le libre cours à la parole enfouie et au fond de tout le monde. Et aussi, on peut voir l'écriture, les types d'écriture automatique, les images insolites, les principes de ce mouvement, les artistes surréalistes, les thèmes que se déroulent de ces mouvements. Et on va parler de la poésie maintenant, pendant et après la guerre. Il y a aussi des poètes qui sont partis du surréalisme, mais ils sont mieux connus comme des participants actifs dans la poésie engagée. Louis Aragon, Paul Éluard et René Char, ils prennent une position contre le nazisme dans leurs textes, en donnant l'exemple d'une poésie militante réagissant aux événements soucieux de l'avenir de l'humanité. Et aussi, on peut voir que ce poème, et il y a beaucoup d'écrivains ici, on peut voir, et il y a Aimé Césaire et Léopold et Senghor, qui sont les poètes qu'on va parler maintenant. C'est la poésie de la négritude. C'est la poésie de la négritude qui, sous l'impulsion de M. Césaire et Léopold Sédar Senghor, les poètes autodésignés poètes de la négritude, ils sont prêts une poésie d'opposition, d'affrontement, dans laquelle ils dénoncent le colonialisme et rêvent d'une conscience collective africaine. Ils revendiquent une identité noire. Léopold aussi est poète de la révolte face à la ségrégation du peuple noir. Et ils ont inventé une poésie issue au du surréalisme métissé ou fait un mélange avec des rythmes africains. Donc, et dans ces parties, dans ces moments du siècle, la poésie prend pour principal sujet les problèmes de l'écriture et de eux-mêmes. Elle multipliait les expériences linguistiques et les jeux de mots. Elle explore de nouveaux modes d'expression, la poésie visuelle ou sonore, des performances, et du respect de la rythme à la spiritualité, de la parole à la méditation. Donc, il vient vraiment de l'expérience politique. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, c'est un concept central et ce groupe est celui de contraindre un temps
que la règle est de stimuler la créativité. Les principaux représentants de ce mouvement sont Raymond Queneau et Jacques Rouveau. Et Jacques Rouveau est actuellement vivant et un exemple très célèbre de ce type de poésie est celui qui s'appelle la simèse et la fraction, où les substantifs de ce poème ont été remplacés par l'assétien qui suit dans les dictionnaires. Cette période est aussi la pierre angulaire du structuralisme. Ils ont fait des réflexions théoriques sur les langages qui ne furent pas influencés sur la poésie. Et selon la terminologie d'un poète qui s'appelle Jean-Michel Mauroy, on va parler plus tard de lui, et il dit que la poésie de ce mouvement est de figurer, de canter et de chanter. On peut voir ici Raymond Queneau et Jacques Rouveau. Les années 1940 et les nouveaux lyriques de la poésie pendant le XXe siècle. Bon, le lyrisme critique. Bien. Le nom de ce mouvement, ça veut dire qu'il ne s'agit pas de promouvoir un exercice neuf et d'idéaliser la poésie. C'est ainsi que la poésie contemporaine, par exemple celle de Marie et Claire Bancard, on peut voir ici, et aussi de Jean-Michel Mauroy, ne tente pas de dissimuler la dureté de la condition humaine. Il ne s'agit pas non plus d'en rester à ce constat. Les poèmes rapportent aussi des instants de joie, de complicité et de bonheur compatible avec la lucidité d'un regard critique sur le monde actuel et sur l'existence. Les poètes concernés, voilà, vous pouvez le voir ici, excuse-moi, Jean-Michel Mauroy, il s'attache à la rencontre des mers, le ciel, la neige, et par contre, Marie-Claire Bancard, elle alterne les proses et vers, elle s'intéresse au corps, à la fragilité de la vie, à la mort, à la vie quotidienne, et au grand mystère, au mythe de l'humanité. Et maintenant, je vais faire l'analyse littéraire d'un extrait qui s'appelle Clotilde, qui est écrit par Guillaume Apollinaire. Oui. Et ce poème a été écrit par Guillaume Apollinaire et il est composé de 3 quatrains et chacune de ces strophes contient des rimes riches qui sont croisées, mais aussi une allitération avec la consonne L durant tout le poème. Le poème est lent et monotone, il n'y a aucune ponctuation et le poème est régulier, c'est-à-dire que les vers ont la même longueur, ce que fait que l'on ne doit pas s'arrêter lors de la lecture. Donc, le registre littéraire est type de discours, c'est l'amour et la mélancolie et le dédain. Ces 3 mots appartiennent au champ lexical des sentiments avec les autres parties. Et plus précisément, on peut dire que ce poème est un poème lyrique avec un discours expressif. Apollinaire nous exprime ses sentiments en utilisant, dans aucun moment la première personne du singulier. Il n'utilise pas les omniprésents, il n'utilise pas les moi. Il veut donc aussi conseiller le lecteur par ses propres émotions que même si l'on est dans une impasse psychologique ou morale, il faut toujours croire en ses rêves. Donc, c'est bon, merci pour votre attention. Et maintenant, on va continuer avec Arnold. Merci. Bon, merci Juan. Et maintenant, on va parler, je vais parler de notre côté, de notre poème, de notre auteur. Par exemple, ici, on a Notre vie, le poème Notre vie, que c'est de Paul Éluard. Et dans ce poème, on peut dire que c'est
a été écrit le jour de la mort de Nush, que c'est, bien sûr, c'est la compagne depuis 17 ans. Et c'est donc une drame personnelle pour Éluard qui a été à l'origine de l'inspiration de lui. Mais on le perçoit dès les premiers vers, bien sûr, mais on ne connaîtra la cause que dans les poèmes proprement dits. On le voit avec la partie qui dit nous ne vieillirons pas ensemble. Et aussi, mais, et après, oui. À la dernière strophe, on voit que le dialogue a été interrompu car les prénoms tu et nous ont été remplacés par je. Et dans la dernière strophe, la syntaxe n'est plus élaborée, ce qui montre le suffrage de l'auteur. On peut dire que le titre Notre vie et peut-être croire pour le poème porte sur une vie heureuse, bien sûr, mais dans ce cas-là, le poème est contré sur la mort. Il y a une alternance dans ces poèmes entre la vie et la mort, comme on peut voir. On peut dire qu'avec le mot mais revient 3 fois et il y a plusieurs d'opposition dans ces poèmes pendant tout le poème. On a l'opposition, par exemple, si légère et contrepoids. On a aussi l'opposition d'amour contre supplice. Et on a une opposition entre le présent, que c'est bien sûr la mort, et le passé, que c'est la vie. Et dans le premier vers, il y a une opposition entre les deux hémistiches qui sont vie réalisée contre vie détruite. Et aussi, on a une opposition qui c'est par le mot aurore, qu'on peut dire que c'était le bonheur et début de notre vie, et vivre et donner la vie, tout comme ça, contre le mot enseveli, que c'est par exemple réformer et aussi réformer son poids. Bien. Et maintenant, je vais parler de le théâtre, la partie du théâtre du XXe siècle, que bon, on peut commencer par pour dire que pour expliquer la création du théâtre de boulevard ou le théâtre et le théâtre satirique. Dans ce cas-là, l'enjouement est populaire pour le vaudeville et le théâtre de boulevard continue au début du XXe siècle, bien sûr. Mais aussi, de nouveaux dramaturges renouvellent le genre. Par exemple, Sacha Guitry, qui a développé une humour caustique, on peut dire caustique et misogyne, et dans la satire et la bourgeoisie. On peut dire que c'est multipliant les bons mots. Par exemple, on a aussi Marcel Pagnol qui a bien sûr connu le succès et parce que bon, il était le premier lieu au théâtre avec ses pièces provençales, on peut dire, qui a été interprété par Rému, transposant la vaudeville et mélodrame dans une société pittoresque et poétique. On a aussi la verve satirique de Jules Romain, qui trouve sa meilleure inspiration dans la pièce théâtrale Noc, qui a été créée ou présentée en 1923, qui a été jouée plus de 1000 fois par Louis Jouvet. Dans son autre côté, on a le côté drame par Henry Bernstein, qui a proposé des pièces psychologiques et très cruelles. On a aussi notre partie de la partie des poèmes, de théâtre, désolé, qui a été les nouvelles écritures. Ici, dans ces parties, on a que le théâtre est également le lieu de nouvelles expériences surréalistes et dadaïstes, par exemple avec l'auteur Guillaume Apollinaire, qui a été très connu, par exemple avec la pièce Le Mamel de Tiresse, qu'on peut voir là avec la photo et qui a été présentée en 1917
Ou avec, on a un autre auteur, par exemple, Roger Vitrac, bien sûr, qui est avec sa pièce de théâtre qui a été Victor ou Les enfants au pouvoir, qui a été présentée ou créée en 1928. On a aussi, bien sûr, la réécriture des mythes. C'est parti, c'est très important dans ce siècle parce que nous avons beaucoup d'auteurs dans cette partie, dans ce type de théâtre, que c'est la réécriture des mythes. On peut voir ici la photo de gens ennuyés, et bon, c'est un portrait de cet auteur. Et après de ces premiers drames symbolisent, par exemple, Tête d'or, qui a été publié ou présenté en 1994, et Paul Claudel développe des œuvres lyriques, bien sûr, marquées par l'empreinte profonde du christianisme et une écriture comparable à des vers bibliques, et par exemple le Soulier de Satan, qui a été publié ou présenté en 1929. Dans un autre côté, on a ici beaucoup d'auteurs, par exemple, dans le style ils sont des styles très différents. Par exemple, Jean Giraudoux, on a Jean Anouilh et Jean Cocteau, les trois Jean. Qui ont réécrit la grande mythe antique. On peut dire qu'en interrogeant les notions de destinée et de responsabilité humaine à l'une des enjeux contemporains. Par exemple, on a dans la partie de Giraudoux avec la guerre de Troie, et n'aura pas lieu, bien sûr, en 1935. Et on a aussi qui a été présenté en 1937. Et on a aussi dans la côté de Cocteau avec Eclipse et Édipe Roi, qui a été publié en 1927. Et aussi dans la côté de Anouilh avec Antigone, qui a été présenté en 1944. Bon, on peut dire qu'il modernise le mythe et en le désacralisant, en jouant avec les anachronismes et les mélanges de comique et tragique. On peut dire qu'il le change comme ça. Il le réécrit le mythe comme ça. Aussi, on a Henri de Monterland qui a renu avec la trame classique dans La Reine morte en 1942. Et aussi, dans la partie finale, on a le théâtre engagé. Bien sûr, on a ici la barricade des Jolis Mômes, qui était une partie principale de théâtre engagé. Ici, on a bien sûr qu'après la Seconde Guerre mondiale, dans on peut dire, un monde désorienté, et on peut dire qu'Albert Camus, avec la pièce de théâtre L'État de siège, qui a été publiée en 1948, et aussi Les Justes, qui a été publié en 1949, jusqu'à un an après. Et aussi, on a Jean-Paul Sartre qui a publié ou a présenté la pièce de théâtre Les Mains Sales, qui a été publié ou présenté en 1948, et aussi avec Huit Clos, qui a été publié en 1945. Ces deux acteurs défendent un théâtre plus engagé politiquement, en illustrant leurs réflexions philosophiques sur l'action, par exemple la révolution, ou par exemple la responsabilité individuelle ou sociale en général. On a aussi que dans les années 50 ou 60, Jean Genet, ici, a publié ou a présenté Les Bonnes, qui a été publié en 1947, aussi Le Balcon en 1956,
ou Les Nègres, qui a été présenté en 1958. On peut dire que développe un théâtre de la transgression de nature toujours plus politique, très politique, et aussi la représentation des Paravantes en 1966, qui on peut dire qui fait allusion à la guerre d'Algérie, désolé, et condamne le colonialisme et le racisme et entraîne de la violente manifestation qui ont passé dans ces moments-là. On a aussi Aimé Césaire. Oui, on a aussi Aimé Césaire, bon, qui fonde une poétique engagée dans la tragédie du roi Christophe, qui, bon, c'est le nom de la pièce de théâtre tragédie du roi Christophe, qui a été présentée en 1963, et Une raison au Congo, qui a été publiée en 1966. Donc, maintenant, mon copain Randy Cantillo va continuer à expliquer, à exprimer ou oui, dire tous les autres types de théâtre ou les autres types et les autres auteurs dans ce 20e siècle. Merci pour votre attention. Maintenant, je vais parler du théâtre de la cruauté, le théâtre de l'absurde et le nouveau théâtre. Ici, avec Antonin Artaud, dans son œuvre Le théâtre et son double en 1938, il condamne les causes de la décadence du langage théâtral et l'ajoutement du théâtre à la parole. Il s'inspire du théâtre oriental. Il propose de revenir à un spectacle intégral engageant les corps de l'acteur et utilisant sur scène toutes les formes artistiques. Bien, ici, avec Samuel Beckett, dans son œuvre En attendant Godot en 1952, avec aussi Oh les beaux jours en 1963 et Eugene Ionesco avec ses œuvres La cantatrice chauffe en 1950 et Les chaises en 1952. Le théâtre de l'absurde reflète la perte de repères et la défiance vis-à-vis du langage manipulateur. Ces auteurs renouvellent l'art dramatique, tout en mélangeant tragique, métaphysique et humour. Les personnages sont réduits à des pantins, rendant impossible toute communication. L'intrigue n'a plus de cohérence et le langage est totalement déstructuré. Aussi, le nouveau théâtre des années 1960 met en pratique les théories d'auteur avec les créations collectives des acteurs du théâtre de la cruauté et de Peter Brook ou du théâtre du soleil d'Ariane Ancouchine. Maintenant, le metteur de scène et les nouveaux rapports au public. Avec la décentralisation théâtrale après la guerre et créer de nouveaux lieux sur le territoire français et tente de démocratiser le théâtre en cherchant à toucher tous les publics. Et en 1947, auteur de Jean Villard met la aventure du Festival d'Avignon au Théâtre national populaire à Paris. Ici, Jean Villard crée des spectacles de qualité accessibles au plus grand nombre de public avec des comédiens de renom tels que Gérard Philippe. Ici, le rôle du metteur en scène dans la création théâtrale est désormais reconnu, avec notamment Roger Planchon, Georges Lavaudin, Patrice Chereux, entre autres. Et
Après, nouvelle forme du langage théâtral. Ici, avec Bernard-Marie Colté, dans son œuvre Combat des nègres et des chiens en 1983 et dans La solitude des champs de coton en 1987, Bernard propose dans son théâtre une réflexion métaphysique sur le langage et les rapports humains. Cette réflexion se trouve sur des formes variées dans le théâtre de Valère Novarine, de Jean-Luc Lagarce et Michel Vivarais. Et de nouvelles formes du langage théâtral apparaissent avec Margarita Duras, avec Roland Duvillard, Nathalie Sorette, Jasmina Reza et Agnès Jouaoui et Jean-Pierre Bacry. Bien, maintenant, finalement, l'Internet et les nouvelles formes de diffusion de la création. Ici, dans ces parties, comme pour la musique, l'Internet modifie au début des années 2000 les circuits de diffusion des œuvres de théâtre. L'auto-édition peut ainsi être une option dans le domaine de l'édition théâtrale. En effet, en ce qui concerne le théâtre, l'auteur ne perçoit pas seulement des revenus sur la vente de ses livres, mais aussi et surtout sur les droits de représentation de ses œuvres, collectés par la SACD, parce que le théâtre est d'abord fait pour être joué et qu'une diffusion plus large permet de multiplier les montages. Certains auteurs choisissent de proposer le téléchargement gratuit de leurs textes sur Internet. Jean-Pierre Martinez, c'est le cofondateur du site Livre Théâtre. Il propose ainsi de 2001 tous les textes de ses comédies en téléchargement gratuit sur son site La Comédiathèque. Bien, merci à vous et merci pour nous attendre. C'est tout. Et maintenant, on va passer à une petite activité.